Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un récap de ce que j'ai lu dernièrement. Alors c'est pas forcément les sorties les plus récentes, c'est ce que j'ai eu envie de lire. Et je vais donc vous présenter et vous donner mon avis sur ces petites lectures. Beaucoup de suites de séries dont j'avais déjà parlé, qui vous avaient un peu hypé. Aishis tome 2 confirme une chose, j'adore cette série. Stéphanie Le Chevalier nous embarque dans une mer de doutes que j'adore énormément. Après les incidents du premier tome, le directeur Velmet va prendre la parole auprès de ses habitants afin de les rassurer. Tout est sous contrôle et petit à petit les choses vont revenir à la normale. Et il utilisera son fils afin qu'il prenne lui aussi à son tour la parole pour réellement rassurer les habitants des différents secteurs. Ben, alors perdu et tourmenté après avoir vu sa mère mourir d'une façon brutale sous ses yeux, et les cendres qu'il semble être capable de contrôler, il fera la rencontre de Lazare, ancien ami de la mère de Ben, mais vie détruite par son père. Mais Lazare semble tout de même vouloir l'aider à comprendre ce qui est en train de lui arriver. Ben parlera alors à Mary, lui affirmant que son père est derrière les attaques de toutes ces créatures en ville. Un tome 2 qui continue dans la lignée du premier, il est très bon, et on aura également de fortes révélations, notamment Aishis. Le titre du manga, Aishis, signifiant donc cendre, n'est pas un nom choisi au hasard. Il a une réelle importance et signification que je vous laisserai découvrir par vous-même évidemment. Le scénario se poursuit avec une grande efficacité je trouve, et nous apporte d'ailleurs un cliffhanger que je trouve assez sympathique. Graphiquement, c'est toujours aussi efficace, Stéphanie Le Chevalier fait vraiment un très bon travail avec sa série et j'ai vraiment hâte de retrouver tous ces personnages dans le tome 3. Et accessoirement un jour, rencontrer son autrice parce que j'ai pas mal de petites questions. Mais bon, moi je vis dans le Nord et il n'y a pas beaucoup de dédicaces d'auteurs dans le Nord, malheureusement. Une inspiration de l'univers de Dune, avec un style de dessin franco-japonais, ça donne quoi ? Krakenmar, un manga techniquement franco-italien, car respectivement dans ces deux auteurs, l'un est français, l'autre a des origines italiennes. Mais ce que je trouve aussi assez intriguant, c'est qu'avant tout, le manga est publié par la Kodansha, donc au Japon. En France, c'est grâce à Pika qu'on a pu découvrir ce titre, avec un format un peu plus grand que les mangas classiques, et ça j'aime beaucoup. Les Terres Noires a permis à l'humanité de s'étendre à travers les galaxies, mais son extraction a libéré les monstres primordiaux, les Kraken, qui déciment quasi tout le genre humain. Presque 1000 ans après, le forage des trous noirs est formellement interdit. Eden, jeune recrue d'une de ses troupes de scavengers, s'apprête à participer à son premier forage clandestin. Alors là, j'ai vraiment parlé et lu le résumé au dos du manga, pour une simple et bonne raison. Habituellement, vous le savez, j'aime bien vous donner un petit peu un résumé, vous présenter une histoire à ma façon. Seulement là, il y a tellement de manières simples de spoiler sans faire gaffe, que j'ai pas le choix en fait. Scénaristiquement, on sent alors une forte inspiration de l'univers complexe qu'est Dune, mais avec une dose de conquête spatiale un peu plus présente. Le scénario n'est donc pas quelque chose d'extraordinairement original, mais il apporte tout de même un lot de rebondissements très ingénieux. La SF ne fait pas partie du genre de manga les plus populaires malheureusement, mais cependant croyez-moi, foncez pour lire ce titre. C'est vraiment un excellent manga basé sur la SF. C'est un univers qui va peut-être parler à certains, et si vous ne connaissez pas Dune, bah foncez, alors ça ne peut que vous plaire si vous aimez la SF évidemment. Graphiquement efficace, il nous présente le mal sous différentes formes et va vous faire perdre la notion de bien ou de mal. On n'arrive pas vraiment à définir quel camp est le bon au final et quel camp mérite vraiment d'être défendu à travers cet univers. Et c'est ça aussi que j'ai aimé et que j'ai trouvé très fort et très efficace, c'est réussir à perdre son lecteur au point qu'il ne sache plus qui soutenir. Et donc pour un premier tome, ça a été extrêmement efficace. Je ne sais pas exactement quand sortira le tome 2. J'ai hâte et j'espère que vous avez aimé, apprécié, et j'espère que vous prendrez le temps d'aller découvrir cette merveille. Et si aujourd'hui je vous présentais un manga qui va parler de mode, du fait de réussir à s'exprimer et s'assumer grâce aux habits, avec un style graphique assez inoubliable. Miroir est un one-shot qui met en place 3 histoires courtes, réalisées par Keiyu Shirai et Posuka Demizu, les auteurs grosso modo de Promise Neverland. Ensemble, ils s'approprient des thèmes très chers à Chanel, l'indépendance, le refus des conventions et l'élégance. On y explore alors 3 histoires sur des périodes de vie totalement différentes. Et je trouve ça vraiment intéressant. Pas forcément d'une grande utilité par contre. Puisqu'on n'est pas totalement sur une biographie ou sur des événements ultra importants et marquants de la vie de Chanel, on est plus sur l'essence qu'elle représente et ce qu'elle veut faire passer
comme message. On a des pages couleurs absolument folles, et en même temps, vu les auteurs, est-ce que c'est étonnant? Ça reste donc au total 3 petits récits. Si la mode et l'univers de Chanel vous passionnent, ce titre sera évidemment fait pour vous. Si ça vous intéresse pas du tout et que vous y êtes indifférent, malheureusement passez votre chemin. Ce sera toujours 8 balles d'économiser. Tout n'est pas en couleur, ça reste du papier glacé, donc le format est assez court, ça se lit assez vite. Je suis content de l'avoir parce que j'adore ces auteurs, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas vraiment. Inyo Asano va extrêmement loin pour critiquer la société, et c'est ça qu'on aime. Mujina Into the Deep tome 2 nous plonge un peu plus profondément dans la noirceur de la société actuelle. Dans ce tome 2, on continue de nous montrer que les êtres humains évoluent dans un monde où la vie n'est rien d'autre qu'un service comme les autres. Ceux qui ont façonné ce monde n'attendent de nous qu'on soit juste de gentils consommateurs bien dociles. Ubume va nous prouver qu'elle est bien plus humaine que les autres Mujina, qui eux ne sont que de simples pantins à la solde des riches. Ubume, elle, agit par conviction, pour le bien des autres. Mais elle participe elle aussi à pervertir ce monde à travers des missions qu'elle n'a d'autre choix que d'accomplir, pour simplement vivre, voire même en fait survivre dans ce monde chaotique. Asano nous montre alors que l'argent régit vraiment le monde. Évidemment, le pervertit, mais aussi que le sexe reste une forme de pouvoir trop importante que le monde ne peut arrêter. Un manga qui continue d'être extrêmement fort, puissant et nous véhicule des messages très importants. Car après tout ça nous plonge dans un univers assez proche du nôtre. Évidemment, tout ceci reste pour un public averti, mais le manga reste tout de même extrêmement impactant, je trouve. J'espère d'ailleurs que vous vous êtes lancé dans cette série, parce que vraiment, elle en vaut le coup. Quel plaisir de retrouver Aran et Vénus. Onera, l'ère des souverains, est le réel commencement de toute cette aventure, de toute cette guerre, de cet univers. Onera, l'enfant cauchemar, n'était que la mise en place de cet univers, la présentation des personnages. Et là, on va rentrer dans une lecture vraiment intense. Cab et Federica, encore merci pour tout ce que vous nous faites vivre à travers cet univers incroyable. D'ailleurs, le tome 2, je crois qu'il arrive très vite. J'avais vraiment hâte de retrouver nos personnages, et ce fut un plaisir monstre. Monstre, cauchemar, le premier tome de cette deuxième partie donc commence vraiment très fort, avec l'arrivée de nouveaux personnages et de créatures. Sur les terres de la couronne, les cauchemars prennent vie pour tuer leurs hôtes. Pendant ce temps, les épères disparaissent, et l'ordre est soupçonné de corruption. Un mystérieux assassin, Alistair, utilise leur corps pour créer des cauchemars. Aran va devoir enquêter. Elle confie alors Vénus à Ovid, un mentor lié à son passé, pour l'accompagner à Lydie et l'aider à trouver sa voie. Ce tome est une réussite. Point. On retrouve cet univers que j'adore, avec déjà des confrontations verbales, mais aussi physiques. Les créatures sont comme toujours cauchemardesques, j'aimerais pas trop me retrouver en face de l'une d'elles. Pas du tout. Mais ça nous donne aussi qu'une seule hâte, en voyant sa créature, découvrir les prochaines. Et voir les affrontements qui feront trembler le monde. J'avais présenté Onera, l'enfant cauchemar, lors de sa sortie. Ça remonte. Et j'aime toujours autant cet univers qui est complètement dingue. Évidemment, il vous faudra lire les 4 premiers volumes d'Onera, l'enfant cauchemar pour comprendre, même si toutefois il y a quand même des annotations, des petites astérix pour vous dire que il s'est passé des choses avant, si jamais vous achetez ce tome sans savoir qu'il y avait un préquel. Tu aimes les récits de vampires? Eh bien pour ma part, oui. Et vous savez quoi? J'ai été déçu. Requiem Chevalier Vampire est un nouveau manga français réalisé par Seban et Victor Santos. On a une sorte de reboot manga de la version BD qui elle était sortie en 2016. Ça fait 10 ans quand même. Point positif, on nous plonge dans un univers de vampires qui sort du classique. Là on va vraiment voyager à travers différents univers, mais ayant quand même comme base principale la Terre. Une fois devenu vampire, malheureusement on ne se souvient que de très peu de choses de notre ancienne vie. On n'a que des bribes de mémoire. Mais Heinrich, notre protagoniste, se souvient tout de même d'une chose, enfin plus précisément une femme, Rebecca. Son souvenir? Une nuit dans une chambre, nue, et une balle prise en pleine tête. Son but sera de retrouver la mémoire, mais surtout de retrouver cette femme. Dans ce tome 1, on retrouve toute la mise en place de cet univers. Comment fonctionne le monde, les vampires, et un affrontement contre les vierges piratesses. Il va apprendre comment retrouver des parties de sa mémoire, et on va découvrir les ennemis de cet univers. Alors pour ma part, ce premier tome ne me parle pas tant. Il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'informations, et ça part dans tous les sens. La perte de mémoire est un petit twist entre guillemets scénaristique, trop facile maintenant je trouve, et qu'on a dans tellement d'œuvres que j'en ai marre, je suis un peu lassé d'avoir toujours cette justification. Le style de dessin par contre, il est totalement monstrueux.
il y a tellement de choses, tellement de détails que ça se trouve, il y a des éléments importants dans le décor qu'on ne verra jamais. C'est un peu, à mon sens, je trouve, un bordel visuel. J'adore vraiment le style, mais pour moi, tant de surcharge sur chaque page, ça me donne un peu mal au crâne. Et dernier petit point, apparemment, c'est un seinen. On parle de violence en tout genre, mais pour moi, c'est pas assez assumé. C'est un peu trop vendu comme un manga un peu shonen, de fantasy, de dark fantasy avec des vampires, et on met pas assez en évidence le côté vraiment sanglant, et je sais qu'il y a quelques jeunes qui l'ont acheté et qui n'ont pas apprécié du tout cette lecture. Je me demande pourquoi. Bordel, mais qu'est-ce que je viens de lire ? Run to Heaven, tome 3, nous propulse 4 ans après les événements du tome 2. Et dans ce tome, on retrouvera une compétition qualificative pour les Jeux mondiaux de Los Angeles. Faye garde son tempérament et son amour pour la course. Grâce à ses victoires, elle pourrait retrouver sa liberté, mais surtout parvenir à faire libérer son père. Entre rivalité avec la star mondiale Shelly Marlene, mais aussi surveillance constante de l'armée ou encore le retour de certains fantômes de son passé, Faye se retrouvera alors dans un engrenage qui la dépasse. Ce tome 3 est tout simplement fantastique. Comme toujours, on commence doucement, de belles paroles, des messages même d'espoir. Et comme à son habitude, évidemment, Tohan vient vous déchirer le cœur. Et par la même occasion, vous faire envoler tous les espoirs que vous aviez pour Faye de retrouver son père. Je ne vais évidemment pas spoiler le tome 3, parce que là il se passe beaucoup de choses que je peux trop facilement vous spoiler. Mais si vous aviez apprécié les 2 premiers volumes, ce tome 3 confirme une chose, Tohan maîtrise son univers avec un talent fou. Et d'ailleurs j'aime autant que je déteste lire Run to Heaven. J'aime cet univers, hein, ne me faites pas lire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que j'aime moins et ce que j'apprécie vraiment pas du tout, en fait, c'est me faire déchirer le cœur à chaque fois que je lis un tome. Je pense que ça peut se comprendre. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir le rencontrer il y a pas si longtemps en dédicace, et voici donc le personnage que j'ai eu en dédicace. Évidemment, j'ai demandé Faye pour pas me faire spoil, mais finalement, je pense que je me dis qu'avec tout ce qui se passe, et surtout ce qui se passe à la fin, j'aurais finalement peut-être dû demander le personnage de... J'ai enfin pris le temps de lire ce tome 1, et il était temps parce que je crois que ça fait 4 ans qu'il est sorti. Space Punch, réalisé par ZD et publié chez Ankama. Sorti donc en juin 2021. Ça fait pas mal de retard, mais quand j'avais lu le synopsis du manga, j'étais pas forcément très intrigué par le tome, je l'avoue. Mais bon, comme on dit, vieux motard que jamais. Un univers qui semble relativement actuel et réaliste, puisqu'après tout, la police semble parfois corrompue. Ah, je vous avais dit, soit un petit côté réaliste. Une ville en proie à la criminalité et malheureusement où l'insécurité persiste. Zack, honnête membre des forces de l'ordre, voit souvent son jugement et ses actes remis en question. Bien qu'il ait raison, il se voit obligé de libérer un des membres de l'organisation Gospel. Joe, son petit frère, lui, livre des nouilles et se fait tabasser, et perd d'ailleurs son emploi après même pas une semaine. Les 2 frères vont se retrouver autour d'un repas dans la vieille cabane de leur père, malheureusement décédé, et trouveront à l'intérieur les vieilles affaires de boxe de leur père. Zack donnera les gants à Joe, tandis que lui mettra sa casquette. Mais chaque élément semble en réalité être des artefacts mystérieux qui vont octroyer aux frères de bien étranges pouvoirs. Scénaristiquement, c'est assez chouette, mais s'il y a un truc que j'aime pas vraiment avec les tomes 1, c'est quand on n'arrive pas vraiment à déterminer où est-ce que le récit essaye de nous emmener. Sûrement sur le fait de démanteler l'organisation Gospel et de ramener donc une certaine paix dans la ville de Mirai, mais je trouve que ça manque tout de même de nous montrer la détermination et le réel objectif de nos personnages principaux. Ça reste un peu flou pour moi. Après, je suis peut-être passé à côté de quelque chose durant la lecture, c'est aussi possible. Graphiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant avec le style de ZD, c'est qu'on a un mélange de style graphique très chill et en même temps extrêmement badass. Je crois pas avoir vu ça souvent dans les mangas et je trouve que ça a eu un impact à la lecture que j'ai trouvé très fort. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le présenter. Comme on dit aussi, on ne doit pas juger un manga sur son tome 1, c'est généralement dans le tome 2 que les choses réelles se passent et qu'on arrive un peu plus à se donner un avis sur si cette série vaut le coup ou non. Pour moi, le tome 1 est validé, je vais donc poursuivre ma lecture avec le tome 2. Ce manga est honnêtement tout aussi intriguant que flippant. Yon, tome 2. Oui, je sais, le 3 est sorti il y a pas si longtemps. J'ai du retard dans mes lectures.
Camille Broutin, son autrice, nous confirme une chose, elle a un talent fou. Tout ça pour créer une tension insoutenable et un suspense très fort tout au long de son récit. Margot prend la tête des opérations car elle semble réfléchir un peu plus que les autres. Et elle seule cherche à comprendre comment empêcher la propagation de ces créatures. Mais les filles ont toutes des envies différentes et vont petit à petit s'opposer les unes aux autres, apportant alors avec elles des décisions dangereuses pour la survie du groupe. Ce tome 2, par rapport au précédent, monte légèrement en tension. Il nous apporte également quelques petites réponses. Un style graphique que j'aime toujours autant, qui est très mystérieux et qui me rappelle, comme je l'avais dit pour la vidéo de présentation du tome 1, légèrement le style de Satoshi Kon, et je suis absolument amoureux de ce style graphique. Un côté rétro mais en même temps actuel, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que ça a une forme de magie à mes yeux. C'est génial. Une série donc prévue en 4 tomes. Je vous conseille vraiment de vous plonger dans cette formidable série. Si vous êtes déçus, je ne comprendrai pas parce que pour moi c'est impossible. Et ça nous montre aussi une chose, c'est que le manga français, ça reste du manga. C'est pas autre chose, il faut arrêter de l'appeler autrement. Un manga français, c'est un manga. Enfin voilà, j'ai 40 minutes là, un peu plus de rush. Je tousse parce que j'ai pas arrêté de parler, d'enchaîner pour aller vite. Parce que je pars demain en vacances. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit bilan vous a fait un peu de bien. J'espère que ça vous a plu, que c'était cool, que vous avez découvert des choses qui vont vous intéresser ou que vous avez découvert des choses où on partage le même avis, que ça ne vous a pas plu ou qu'au contraire ça vous a fortement plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous avez lu ou si vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, ce qui est absolument normal aussi. Les avis c'est subjectif. Merci à tous. Hellsing arrive très bientôt, promis, ça arrive en juillet normalement. Je me donne à fond là pour tout finir. Il y a des bouts de montage qui ont commencé à être faits parce que je peux pas tout tourner en même temps, vous verrez, vous comprendrez, mais voilà, je suis très content. Très content, j'ai tout, j'ai les musiques, le plus grand mystère autour d'Hellsing, bientôt on n'en parlera plus parce que la vidéo sera sortie. Mais là le plus grand mystère qu'il va y avoir, ça va être les droits d'auteur sur la série, ouais. Donc pareil, je dois aussi un peu lutter avec ça, mais bon, on va voir et on va faire comme on peut. Merci d'avoir pris le temps et d'être toujours là, d'être toujours présent, ça fait fortement plaisir, je suis très heureux de retrouver certains toujours en commentaire et tout ça, donc voilà. Merci infiniment pour la force, parce que je sais que c'est long là et que je fais grosso modo un peu que les mêmes choses depuis longtemps. Mais promis, quand je vais revenir, ce sera vraiment bien. Voilà. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, avec les chaleurs qui vont revenir, on le sent, ça va nous en mettre plein la gueule. Mais voilà, prenez soin de vous, c'est très important.